¿Va a haber una nueva guerra israelí-Líbano próximamente? Je ne crois pas du tout. S'il y avait une telle guerre entre Israël et le Liban, ça serait très douloureux des deux côtés. Il est très probable que le Hezbollah gagnerait, parce que vous savez que en 2006, le Hezbollah avait tiré quelques missiles, mais très peu. Aujourd'hui, le Hezbollah a 400 fois plus de missiles qu'en 2006. Donc, les chiites libanais pourraient supporter de très lourdes pertes, mais la population israélienne est incapable de supporter quelques morts. Sabemos que viven en estado de pánico. Ah oui, oui. Los soldados israelíes viven en estado de pánico después del 2006. De todas maneras, siempre están vigilando y esperando la oportunidad de atacar el Líbano. Eso es lo que uno está acostumbrado a ver. Je pense qu'il faut abandonner l'idée que Israël puisse à nouveau étendre son territoire. Le mythe de l'invincibilité d'Israël, qui date de la guerre des 6 jours en 1967, ce mythe est terminé depuis son échec face au Hezbollah en 2006. Bien. Palestina, ¿cuál es su futuro? Malheureusement, je pense que les Palestiniens vont être les grands perdants dans cette région. Et ils vont l'être pour deux raisons. La première raison, c'est que pendant 70 ans, ils ont cherché par 3 fois à construire leur État sur le territoire des autres. D'abord en Jordanie, puis au Liban et heureusement pas très longtemps en Tunisie. Et deuxièmement, les Israéliens ont tué pratiquement tous les grands politiciens palestiniens et ceux qui restent sont très largement corrompus et ont vendu leur propre peuple. Podemos coincidir en que quisieron establecer su estado en el sur del Líbano, los palestinos, y en Túnez. No admito lo de Jordania, porque Jordania es Palestina. Ok. Jordania es Palestina. Okay. Muy triste lo de los palestinos. 70 años de opresión, 70 años de ser masacrados. ¿Cuál sería el mensaje que deberíamos darle a la comunidad internacional respecto de Palestina? Porque Israël sigue estando en gran considération en el mundo y los palestinos. Mais la question israélienne ne peut avoir qu'une seule solution. Un seul État et un homme, une voix. Alors c'est sûr que les Palestiniens seraient majoritaires par rapport aux Juifs. C'est la même situation qu'en Afrique du Sud au moment de la fin de l'apartheid. On a eu très peur que lorsque Nelson Mandela est arrivé au pouvoir, les Noirs massacrent les Blancs. Mais ça n'a pas eu lieu. Et certainement en Palestine, ça n'aurait pas lieu. Le peuple palestinien n'est pas contre les Juifs. Il réclame simplement ses propres droits. El problema es del otro lado. El problema es que del otro lado existe una ideología, porque el problema no es con el judío, o con los judíos ni con el judaísmo. El problema es la ideología política sionista. Absolument, absolument. Ese es el gran problema. Estados Unidos, vemos que están cayendo sus acciones en la bolsa del mundo. Perdió en Siria, está perdiendo diplomáticamente ante Rusia en cada mesa que se sienta. Convence a Arabia Saudita de que no financie más grupos terroristas cuando Estados Unidos los ha creado, según confesión de Hillary Clinton, Al-Qaeda, Daesh. ¿Qué está buscando Estados Unidos? ¿Puede ser que haya fijado su mirada sobre América Latina? D'abord, les États-Unis aujourd'hui, c'est un grand désordre. Le président à la Maison-Blanche n'est absolument pas obéi par son administration. L'administration elle-même est divisée entre des groupes qui se font la guerre entre eux. Donc, c'est très difficile de savoir ce qu'ils vont faire. Mais le programme du Pentagone, s'il doit être mis en œuvre, prévoit, après la destruction du Moyen-Orient, de détruire le bassin des Caraïbes. Et ça n'a aucun rapport
avec la couleur politique des gouvernements ou avec tel ou tel pays. Il s'agit de détruire toute cette région avec tous les gens qui y vivent. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans leurs documents. Te escuché en la rueda de prensa decir que si bien en Siria ya han perdido la guerra, esto todavía no ha terminado. Y escuché algo relacionado con disminuir la población del mundo. C'est possible. C'est possible, ça c'est la théorie de la famille Rockefeller, ça. Il y a des puritains pour qui la Terre ne peut pas supporter la population actuelle. Alors, évidemment, quand on regarde l'Argentine avec ses immenses territoires, ses productions agricoles colossales, ça fait rire. Mais les Rockefeller ont essayé déjà de... No te rías tanto, porque la Argentina ya está entregando a Estados Unidos el control del territorio. Ha venido John Kerry, ha venido el jefe de la Cuarta Flota, ha venido el jefe de la Guardia Nacional de Georgia y un suceso muy doloroso, nos han hundido un submarino hace pocos días atrás. ¿Tienes alguna idea de eso? Non, mais l'Argentine n'a pas d'armée. La seule chose qu'elle a, c'est 2 sous-marins. Elle vient d'en perdre un. C'est un événement considérable. C'est comme si la France perdait son porte-avions. Et dans un premier temps, le gouvernement a raconté des histoires idiotes. Il faut que le juge d'instruction pose des questions pour qu'on commence à lever un peu le voile sur cette histoire. Moi, je pense que chaque pays a besoin d'être défendu. Il se trouve qu'ici, en Argentine, il y a déjà plus d'une génération, l'armée a commis de graves crimes. Bon. Mais on ne va pas traîner ça pendant des siècles et des siècles. Aujourd'hui, le peuple argentin devrait soutenir son armée. Creo que no es una cuestión de apoyar o no apoyar el ejército, sino de la responsabilidad que tiene el gobierno de contar la verdad respecto de lo que pasó con, no solo el submarino es un elemento material, sino que hay algo mucho más valioso que son los 44 marinos que han muerto. Y se presume, hay información variada pero muy fuerte, con sonido muy fuerte, de que fue torpedeado, de que fue hundido por un submarino británico. Pero que el gobierno no quiere revelar esa información porque obligatoriamente tendría que dar paso a una nueva guerra de Malvinas. Y eso no va a suceder. Salto, vuelvo nuevamente a Siria. ¿Hubo armas químicas? ¿Arrojaron armas químicas en Siria? Alors, l'histoire des armes chimiques en Syrie, c'est la reproduction des mensonges dont les États-Unis nous ont abreuvés au Conseil de sécurité depuis 2001. Il n'y a à ce jour absolument aucun élément matériel qui permette d'incriminer la Syrie d'avoir fait un usage d'armes chimiques. Mais ce qui est nouveau, c'est que, alors qu'en 2003, quand il y avait le débat sur les armes chimiques de Saddam Hussein, l'ONU s'affrontait aux États-Unis. Mais là, les hauts fonctionnaires de l'ONU, cette fois, soutiennent les États-Unis. Et alors, pour faire ça, ils prennent des libertés incroyables. Vous savez que l'ONU a refusé d'aller sur place faire des prélèvements. Donc, ça, c'est la seule enquête que l'on fait à distance par Internet. Et toute personne qui a vu les vidéos qui ont été versées au dossier par l'ONU de gens à Khan Sheikhoun en train de faire eux-mêmes des prélèvements, toute personne qui a vu ces vidéos sait que c'est un mensonge. Parce que vous savez que le gaz sarin, c'est pas un gaz qu'on avale par le nez, c'est un gaz qui passe au travers de la peau et qui rentre directement dans le sang. Ça reste, comme c'est un gaz assez lourd, il en reste dans le sol pendant des semaines et des semaines, voire des années. Hubo gente que se levantaba después Ça peut, oui. Mais là, d'après l'ONU, des djihadistes qui habitent là ont prélevé eux-mêmes des éléments dans le sol
sans aucun équipement de sécurité le lendemain. Donc si c'était du sarin, il serait mort immédiatement. La ONU debe tener miedo de perder su financiamiento, ya con Arabia Saudita, ya sea con Estados Unidos, que se enojó que ya se fue de la UNESCO. Non, por c'est eso, pas ça. Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Es mucho más grave. Actuellement, l'ONU est dirigée par Jeffrey Feltman. Officiellement, c'est le numéro 2 des Nations Unies. On sait que le secrétaire général, que ce soit Ban Ki-moon ou Gutiérrez, tous ces gens-là, ils passent leur temps à lire des discours, ils ne gouvernent pas. Celui qui dirige, c'est le directeur des affaires politiques. C'est Jeffrey Feltman, l'homme qui, lorsqu'il était ambassadeur au Liban, a organisé l'assassinat de Rafik Hariri. Puis, il est devenu l'adjoint d'Hillary Clinton au département d'État des États-Unis. Y ahora un paréntesis. Oui. Jefferman fue el autor intelectual del asesinato de Rafik Hariri. Non, il a été le coordinateur de cette El opération. coordinador. Oui, oui. Y la mano de obra, los ejecutores, ¿quiénes fueron? C'est une opération combinée d'Israël, des États-Unis et de l'Allemagne. Culparon a Siria, Siria tuvo que sacar sus tropas. Non, non, mais... Bon. Chaque fois qu'on fait un mauvais coup, il faut accuser quelqu'un qui n'a pas de rapport et qui va payer à votre place. Como en la República Argentina pasó con la AMIA, donde Absolument. inmediatamente le echaron la culpa a Hezbollah y a Irán. Absolument. Y ahora se está descubriendo que las mentiras van cayendo una a una. Y se está ya teniendo la certeza prácticamente de que Irán no ha tenido nada que ver con el atentado de la AMIA. L'histoire des attentats de 92 et 94, j'en ai discuté avec Imad Mounier. Mais le problème, c'est que les Libanais ne savent pas du tout ce qui s'est passé, ils n'ont aucun rapport avec cette histoire. Les informations, on ne peut les obtenir que ici. Estamos viviendo en un mundo de mentiras, Thierry, entonces. Nos tienen engañados y por mi parte creo que necesitaríamos más Thierry Meyssan, más Edward Snowden, más Julian Assange, que son solo 3. Necesitamos más. Necesitamos seguir construyendo las verdades que los medios hegemónicos se empeñan en tergiversar o en ocultar. Mi agradecimiento a Thierry Meyssan por estar aquí en Bajo la Lupa. Un honor para mí haberte entrevistado y, señores, más no le podemos ofrecer. Les ofrecimos el testimonio directo del creador de la Red Voltaire, donde podríamos haber hablado muchísimo más, de muchísimas más cosas, pero es mejor que lo lean a él en sus libros y que lo lean a él en su sitio. Muchas gracias, Thierry. Gracias. Merci.